Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler avec Jean-Jacques Orlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine de la Fondation, de l'Argentine et de la récente élection de Javier Milei, donc qui a été élu au second tour avec 56% des voix face à Sergio Massa, le ministre de l'économie sortant. Donc élu à la présidence de la République d'Argentine, il sera investi le 10, je crois. C'est ça, en 11 heures. Oui. Voilà. Donc Milei présenté comme un candidat anti-système, d'extrême droite, en tous les cas libertarien, ultralibéral. Enfin, tu nous en diras plus en détail. Alors, et point important, on en reviendra dans la discussion, c'est qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Ça, c'est un point important à signaler. Alors, la première question, enfin plusieurs questions, Jean-Jacques, c'est qui est ce Javier Milei ? Comment expliquer son élection vue d'ici surprise, et donc parler aussi du contexte peut-être économique et social argentin, et à quelle politique faut-il s'attendre sous la présidence Milei? Bon, ça fait beaucoup de questions, oui. on va essayer de les prendre dans l'ordre. Qui est-il? Alors, c'est quelqu'un effectivement qui était hors système politique. Bon, en Argentine, en gros, le système politique traditionnel, c'était les radicaux, un centre laïque, les péronistes, donc un parti attrape-tout, populiste, né avec Juan Domingo Perón, et au fil des années s'y est joint une droite libérale classique républicaine, enfin surtout depuis l'après-dictature. Donc Milei n'était un personnage qui n'appartenait à aucune de ces familles politiques. C'était un économiste, alors très critiqué par ses collègues économistes bardés de diplômes, qui considèrent que bon, il n'est pas exactement de la maison, que ses diplômes ne sont pas de qualité équivalente, mais malgré tout, bon, c'était un économiste de médias très populaire qui participait à des émissions de télévision avec son langage très populaire et parfois vulgaire, et qu'il était devenu quelqu'un qui était très suivi dans les médias. Et avec la crise argentine, là on arrive dans la deuxième question, qui n'a fait que s'aggraver ces dernières années. Il a fait le saut dans la politique. Il est devenu député il y a pas très longtemps, en 2021. Il a créé un parti, La Liberté Avance, donc ultralibéral, libertarien, avec quelques incohérences. C'est-à-dire qu'il n'a rien contre l'homosexualité. Enfin, il s'est exprimé à ce sujet avec ces mots, c'est-à-dire si une personne veut passer une soirée avec un éléphant, moi je n'y vois aucun inconvénient si l'éléphant est consentant. Bon, c'est sa façon de parler. Mais en revanche, il est contre l'IVG. Donc il est non pas pour le don d'organes, mais pour la possibilité de vendre des organes. Il a même été à un certain moment dans sa campagne jusqu'à parler de la possibilité de vendre ses propres enfants. Enfin, des choses extrêmement curieuses. Et en dépit de tout ça, au cours de la dernière campagne électorale, il s'est rapproché, il a manifesté une certaine proximité avec le judaïsme. Donc, il a fait un voyage aux États-Unis pour aller au FMI se présenter aux autorités nord-américaines, mais aussi rencontrer un rabbin orthodoxe, se recueillir sur une tombe où il a pleuré. Enfin, c'est un personnage un peu confus. Enfin, c'est la seule vraiment ligne cohérente qu'on perçoit en lui, c'est son ultralibéralisme. Il est contre l'État. L'État est un voleur. Les impôts, c'est du vol. Il faut remettre les Argentins et les Argentines face à la responsabilité, qui se débrouillent eux-mêmes. L'État doit se réduire au minimum. Donc il y a 19 ministères traditionnellement en Argentine, il y en a 19 donc dans le gouvernement sortant, il n'y en aura plus que 8, peut-être 9 dans le gouvernement annoncé de Javier Milei. Et la réduction porte pour l'essentiel sur tout ce qui concerne le social et les services publics. Il aura un seul ministère qu'il appelle le capital humain, dans lequel il y aura l'éducation, la santé, le social, etc. Bon,
sa ligne de conduite. Alors il a parlé pendant la campagne de dollariser, mais manifestement c'est un projet un peu compliqué, même très compliqué pour un pays qui n'a pas de dollar, donc il y aura pas de dollarisation dans l'immédiat, mais il y aura probablement, ça il l'a annoncé assez clairement, 2 années d'austérité qu'il annonce comme très difficiles. Et il a nommé comme ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur, mais ministre de la Sécurité publique en Argentine, Patricia Bullrich, qui a été ministre de la Sécurité publique sous le président Macri. Qui était candidate ou sécurité, oui. Mais elle n'a pas été candidate également. Elle a été candidate contre lui, mais compte tenu effectivement qu'il n'a pas de majorité, ni au Congrès des députés et encore moins au Sénat, il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin, et il a pactisé avec Mauricio Macri, avec la candidate de Macri, donc du parti pro, du parti classique, qui serait l'équivalent, disons, des Républicains en France, donc de Mauricio Macri, qui le soutient, mais en position secondaire. Donc c'est un cas de figure qu'on risque de retrouver d'ailleurs en Amérique latine à l'avenir. Donc un candidat élu d'extrême droite, mais qui a besoin du soutien de la droite classique venant en appoint. Donc dimanche, il devrait faire une déclaration après sa transmission de pouvoir il va se dérouler selon un protocole original, non pas dans la maison présidentielle, le siège de la présidence c'est la Casa Rosada, la maison rose, mais au Congrès des députés. Au Congrès des députés, donc le président sortant lui remettra le bâton traditionnel qu'on remet au président et l'espèce de bannière présidentielle qui portera en travers du corps. Et au lieu de s'adresser, comme cela est l'usage après une transmission de pouvoir à la présidence, de venir au Parlement pour s'adresser aux députés et aux sénateurs, donc il fera la passation de pouvoir au Parlement et il ne parlera pas, il n'aura pas de discours, il ne présentera pas son programme aux sénateurs et aux députés, mais entre guillemets au peuple argentin. Le Congrès des députés à Buenos Aires est un bâtiment monumental de style italien. Il y a une énorme place devant le siège du Congrès, le Sénat étant à côté. Et sur cette énorme place, il a prévu de faire un discours au peuple. Donc c'est une forme de gouvernance où on met le Parlement un peu à l'écart. Alors c'est vrai que c'est un Parlement dans lequel il n'aura pas la majorité, mais ça sera un appel au peuple. Et ce n'est qu'à ce moment-là, dans une voiture décapotable, qu'il a prévu de se rendre au siège de la présidence pour recevoir le serment de fidélité à la Constitution et des ministres qu'il a choisis, et pour saluer les délégations étrangères. D'accord, alors, tu as bien expliqué, mais si on peut revenir un peu sur le contexte économique et social dans lequel il est élu, l'hyperinflation, l'endettement, et du coup de faire le bilan Fernandez et des présidences précédentes. Effectivement, ce personnage insolite, sans attache partisane, dans les grandes formations politiques argentines, personnage un peu hors du commun, qui tient de la bête de spectacle plus que de l'universitaire qu'il est, et même du journaliste débatteur qu'il est aussi. Comment ce personnage est-il arrivé au pouvoir? Bon, tout simplement parce qu'il a effectivement des qualités d'homme de scène. Il parle, il vocifère et il touche beaucoup de gens. Et pourquoi est-ce qu'il touche beaucoup de gens? Parce que l'Argentine vit dans un contexte depuis plusieurs années de crise qui ne fait que s'approfondir, marqué par l'inflation, le chômage, le sous-emploi et les emplois informels, et un niveau de pauvreté très élevé, donc qui est resté depuis ces dernières années sur un niveau de 38-40%, et d'après les derniers chiffres qui sont tombés en ce début de semaine, 44%.
du taux de plus de 20 millions d'Argentins, donc qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et qui ne croient plus en rien. Donc les fidélités partisanes, même vis-à-vis du péronisme, ont craqué pour voter pour quelqu'un qui offre la lune aux Argentins, quoi. Il a dans ses discours, il en appelait un âge d'or. Et qu'il a exagéré d'ailleurs, il parlait de l'Argentine qui a été une grande puissance, ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 70, 80 ans, même un peu plus, l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde, mais elle n'a jamais été une grande puissance. Elle était riche en raison de ses productions agricoles et qui étaient exportées en grande quantité, notamment vers le Royaume-Uni, vers la Grande-Bretagne. Et sa situation s'est progressivement dégradée jusqu'à aujourd'hui, où l'Argentine non seulement ne donne pas des moyens de vie corrects à la majorité de sa population, mais en dépit du fait qu'elle soit dans le groupe du G20, donc des 3 pays d'Amérique latine dans le G20, qui sont considérés comme les plus grandes économies du monde, en réalité pèse peu. Le président sortant, Alberto Fernandez, a passé pratiquement toute sa mandature à taper à la porte des Chinois, des Russes, des Allemands, des Français, de la Banque Centrale Européenne, du FMI, des États-Unis, pour essayer d'alléger le poids de sa dette et d'avoir des nouveaux crédits permettant la survie du pays. Donc l'Argentine est un sujet de la vie internationale, il n'en est plus un acteur. Et donc Milei a su, dans ses discours, éveiller chez les Argentins une espèce de comme un magicien qui est d'un coup de baguette magique, a les moyens de non seulement de faire vivre bien les Argentins, mais de donner à leur pays la dimension qu'il aurait eue dans le passé. Justement, tu évoquais un peu le rôle international et régional de l'Argentine. En se plaçant là, au niveau du sous-continent sud-américain, les relations que pourrait avoir Milei avec, je pense notamment à Lula, ce que l'Argentine demande du Mercosur, et même est-ce que l'élection de Milei s'inscrit dans une dynamique régionale, je pense, même s'il est plus au pouvoir, mais à Bolsonaro au Brésil il y a quelques années, le retour d'une droite dure au Chili avec un référendum là dans quelques jours. En replaçant cette élection dans l'ensemble régional. Oui, alors Milei s'inscrit dans une dynamique de désaffiliation des électeurs en raison de la crise. Crise économique, crise sociale, et qui s'accompagne souvent d'une crise sécuritaire, et notamment en Équateur, qui était très violente. Par ailleurs, si on regarde les invités qui sont attendus, ça donne un peu une image de ce que va être l'Argentine dans le contexte régional et même international. Ont annoncé leur présence le nouveau président de droite de l'Équateur, le président de droite du Paraguay, le président de droite de l'Uruguay. Invité spécial, l'ancien président du Brésil, Bolsonaro, et son fils Eduardo, le président de Hongrie, Viktor Orban, qui sera présent, et le président du parti d'extrême droite espagnol Vox, Santiago Abascal, et le président d'Arménie, ce qui apparemment est un peu surprenant, mais qui s'explique par le fait que l'Argentine est le pays d'Amérique latine qui a la plus forte communauté arménienne. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé récemment sur le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, l'Arménie cherche des partenaires, et l'Argentine en Amérique latine est le partenaire traditionnellement privilégié. Ensuite, il y aura le conseiller spécial du président Biden pour l'Amérique latine, le ministre des Affaires étrangères d'Israël, puisque Milei s'est déclaré pendant toute sa campagne, pour des raisons économiques, pro pays occidentaux, pro-États-Unis en priorité, mais aussi c'est cette fascination qu'il a pour la culture et la religion juive, pro-Israël. Donc soutenant à fond ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Donc le ministre des Affaires étrangères d'Israël annonce sa visite, et semble-t-il, d'après des échos qui ont filtré dans la presse, il va défendre
il va demander à l'Argentine de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'ont déjà fait un certain nombre de pays, dont le Paraguay, qui a déjà déplacé son ambassade. Alors, l'ex-président Trump est invité, on ne sait pas s'il va venir ou non. Le Brésil sera représenté, mais certainement pas par le président Lula. Le président colombien ne sera pas là. Alors les pays, je ne sais pas très bien comment les qualifier, mais disons de la gauche, n'appliquant pas à la lettre les principes de la démocratie plurielle, le Nicaragua, le Venezuela, Cuba ne seront pas présents. En revanche, le président chilien, qui lui est un président progressiste, sera là pour des raisons de voisinage économique, compte tenu de l'intensité des relations économiques existantes entre les deux pays. Il sera là. L'Espagne, traditionnellement, est présente avec le roi. Le roi sera probablement accompagné du ministre des Affaires étrangères. Et donc voilà, ça donne à peu près, ensuite il faudra voir, parce que tout ça est en cours de négociation, on est avant le 10, et donc un certain nombre de personnes invitées n'ont pas encore répondu, mais on retrouve donc là les fruits du travail qui a été engagé en direction des partis de la droite dure par le parti d'extrême droite espagnol Vox en 2019, qui a fait une espèce de forum de Madrid dans lequel se retrouvait Milei, qui était un parfait inconnu en 2019. Et donc il y a des photos maintenant, on le voit avec Santiago Abascal, et apparemment Milei a eu la reconnaissance du ventre envers celui qui finalement l'a aidé, l'a donné un strapontin pour monter être connu dans les médias, notamment en Espagne. Et Viktor Orban, donc, et puis Bolsonaro. Donc, on retrouve un réseau de droite dure avec un certain nombre de représentants de pays qui ont des relations économiques importantes. La Chine sera représentée. Donc, certainement pas le président chinois, mais il y aura une personnalité importante, que la Chine est le principal partenaire commercial de l'Argentine. Alors, on retrouve là le schéma qu'on avait connu en 2019, avec le Brésil de Bolsonaro. La Chine est également le premier ou le deuxième partenaire du Brésil. Et Bolsonaro, comme Milei, avait voué la Chine aux gémonies comme pays communiste, etc. Mais les secteurs agricoles qui ont soutenu la campagne de Bolsonaro, comme ceux qui ont soutenu la candidature de Milei, ont fait comprendre qu'il y a certains arguments qui peuvent être utilisés dans une campagne électorale, mais que ça doit s'arrêter là, compte tenu des intérêts en jeu, qui sont effectivement fondamentaux pour la survie de l'Argentine. Idem pour le Brésil, d'ailleurs. Hein. Le Milei avait annoncé qu'il allait suspendre ses relations avec le Brésil, dans la mesure où le Brésil, selon ses propos, était dirigé par un président totalitaire, donc Lula, et c'est le seul d'ailleurs homme politique en Argentine qui s'était félicité de la tentative de coup d'État du 8 janvier contre le président Lula. Mais dès avant la passation des pouvoirs, sa future ministre des Affaires étrangères est allée à Brasilia rencontrer son futur homologue, enfin le ministre des Affaires étrangères brésilien, pour voir un petit peu comment les choses allaient se passer, et avec le Brésil et avec le Mercosur, puisqu'il avait annoncé qu'il sortirait du Mercosur, et avec les BRIC, puisque le Brésil avait proposé à l'Argentine de rentrer dans le groupe BRIC. Alors, ce qu'on sait actuellement, c'est qu'il n'y aura pas de rupture des relations diplomatiques avec le Brésil, qu'il y aura une représentation brésilienne le 10 à la passation de pouvoir. En ce qui concerne le Mercosur, il y a une réunion du Mercosur le 7 décembre avec le président sortant, donc on ne sait pas très bien, ils ne se sont pas mis d'accord entre le président sortant et le président entrant et leurs représentants pour savoir quelle position adopter, à la fois vis-à-vis du Mercosur et vis-à-vis des négociations Mercosur-Union européenne. Donc cette réunion a été mise en quelque sorte sous cloche, il faudra attendre la suite. Il semblerait que finalement
La raison l'emporte. Bon, sur l'accord Union européenne-Mercosur, c'est pas très bien parti, mais le Mercosur ne serait pas remis en cause, du moins par l'Argentine. Pour les BRIC, non, ça c'est confirmé. Le gouvernement Milei ne confirmera pas la candidature de l'Argentine au groupe BRIC. Tu as répondu à une question que je voulais te poser avant même que je te la pose concernant l'international, notamment la Chine, les BRICS. Donc tu y as répondu à l'instant. Comme dernière question, ce serait un peu vu ce que tu as énoncé, la politique d'austérité dure, pour reprendre les termes de Milei, des 2 prochaines années à venir, la déstructuration des services publics, enfin, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contestation sociale très fort? Et du coup, très rapidement, de voir la présidence Milei empêchée. Alors la CGT, qui est le grand syndicat péroniste, a déjà mis les points sur les i et les points sur la table, en disant bon, nous on bouge pas tant que le président ne touche pas nos droits sociaux, aux droits sociaux des travailleurs. Et justement, il a annoncé qu'il allait y toucher. Puisque l'Argentine, pour lui, l'objectif principal, c'est casser l'inflation. Et que le budget de l'État soit en équilibre, et donc il faut couper tout ce qui est soutien social, quel qu'il soit, alimentaire ou transport, qui ne permet pas de fonctionner sur la vérité des coûts et des prix. Donc il va y avoir effectivement là un moment difficile pour les Argentins et peut-être pour le président Milei. Est-ce que la CGT a été à l'origine de beaucoup de difficultés pour les présidents non péronistes traditionnellement dans l'histoire, alors que lorsqu'il y avait des présidents péronistes, même lorsqu'ils étaient de droite, la CGT contenait les revendications populaires. Là, elle a aucune raison de mettre le pied sur le frein, mais elle a plutôt le pied prêt à appuyer sur l'accélérateur. Là, il y aura effectivement un moment de vérité extrêmement difficile, un moment assez long, puisque Milei, c'est une des rares choses qu'il ait annoncé, qu'il y aura une politique d'austérité et pendant 2 ans. 2 ans avec les chiffres là que je viens d'évoquer, de 44% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc il va en faire basculer encore un certain nombre sous le seuil de pauvreté. Austérité, donc ça veut dire fin des aides à un certain nombre de personnes, de catégories sociales défavorisées. Ça veut dire aussi, compte tenu de la réduction du nombre de ministères, de la réduction des budgets, contraction des personnels. Donc il va y avoir des fonctionnaires qui vont se trouver à la rue. Il a annoncé également que le peu qui reste dans les mains de l'État serait privatisé, notamment une entreprise symbole pour les Argentins, l'entreprise pétrolière YPF. Alors, cela dit, pour privatiser, alors il privatiserait aussi les chaînes de radio et de télévision de l'État, l'agence d'information de l'État, enfin tout le secteur communication de l'État serait privatisé, mais pour privatiser, il a besoin d'une loi. Et ces députés, bien qu'il ait un nombre plus important de députés, il arrive même pas à 10% du total, plus les députés de la droite libérale, ça fait pas la majorité. Donc on ne sait pas très bien comment tout ça va pouvoir fonctionner, même en ajoutant quelques péronistes dissidents et quelques radicaux, puisqu'on en trouve dans son gouvernement. Il y a toujours des opportunistes qui privilégient leur carrière sur les stratégies de leur formation politique. Ça fera le compte, n'y est pas. Et donc le choc va être très rapide. Alors on va bien voir devant le Parlement, donc il va y avoir une annonce des premières mesures, et notamment celles qui doivent passer par la barrière de la loi. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle, sans doute, il souhaitait au ministère de la Sécurité intérieure, donc de la police et de la gendarmerie, puisqu'il y a aussi la gendarmerie en Argentine, quelqu'un qui ait de l'expérience, et c'est la raison pour laquelle il a choisi Patricia Bullrich, qui, même si elle a été son adversaire aux dernières élections présidentielles, et même s'il a eu des mots extrêmement blessants à son égard pendant la campagne, finalement la raison s'est imposée et il a choisi une femme
d'expérience, qui sait comment fonctionne la police et la gendarmerie, les forces de l'ordre, parce que il en aura très certainement besoin et très vite. Très bien, on suivra l'investiture et notamment cette fameuse adresse au peuple. Oui, le 10, le 10, donc dimanche. Sur les escaliers qui donnent à l'extérieur du Congrès des députés argentins. Et on verra ce qu'il en est de cette présidence Milei. Jean-Jacques, merci. Merci également.